Herzlich willkommen zum Genshagener Gespräch Kultur zwischen Transformation und Krise. Ein Austausch zur Kulturpolitik in Deutschland und Frankreich. Bienvenue à l'entretien de Genshagen, la culture entre transformation et crise. Un échange sur les politiques culturelles en France et en Allemagne. Ich bin Julia Effinger, Projektleiterin in der Stiftung Genshagen, Bereich Kunst- und Kulturvermittlung in Europa. Ich freue mich sehr, Sie zur ersten Veranstaltung unserer neuen Online-Reihe Genshagener Gespräche zu begrüßen. In dieser Reihe laden wir jeweils eine Persönlichkeit aus Frankreich oder Polen ein, mit einer deutschen Persönlichkeit aus Kunst, Kultur oder Politik ins Gespräch zu kommen. Diskutiert werden aktuelle Themen, Trends, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven im jeweiligen Fachgebiet. Ziel ist es, durch diesen Austausch Perspektiven aus Polen und Frankreich in den deutschen Diskurs einzubringen und umgekehrt. Wir haben beobachtet, dass in der Pandemiezeit gerade im Kultur- und Kulturpolitikbereich der nationale Blick vorherrschend war, trotz der vielen Online-Aktivitäten. Wir möchten durch diesen grenzüberschreitenden Austausch zu einer Öffnung beitragen und heute fragen: Wie ist der Stand der Dinge zur Kulturpolitik in beiden Ländern? Wie stärken wir die Kultur in dieser von sich multiplizierenden Krisen und Transformationen geprägten Zeit? Was braucht es für ihre Zukunftsfähigkeit? Meine beiden Gesprächspartner sind Vincent Guillon vom Observatorium für Kulturpolitik in Grenoble und Professor Julius Heinecke vom Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Herzlich willkommen. Wir haben uns für die nächste Stunde 4 Themenblöcke vorgenommen. Zuerst widmen wir uns einer Zustandsbeschreibung in beiden Ländern und werden Beobachtungen und Analysen unserer Gesprächspartner hören. Als zweites schauen wir uns aus aktuellem Anlass den Kulturpass an, der in Frankreich für junge Leute bereits existiert und der nach diesem Vorbild in Kürze auch in Deutschland eingeführt werden soll. Als drittes wenden wir uns dem zentralen Thema der Nachhaltigkeit im Kultursektor zu und zum Abschluss als viertes ziehen wir ein Fazit und fragen nach deutsch-französischen bzw. europäischen Perspektiven in der Kultur und Kulturpolitik. J'aimerais maintenant présenter mes 2 interlocuteurs. Vincent Guillon est politologue, spécialiste de l'analyse des politiques publiques de la culture. Il intègre l'Observatoire des politiques culturelles en 2015 en tant que directeur adjoint. Il en est le co-directeur depuis 2021. Ses travaux de recherche portent sur les transformations territoriales de l'action publique culturelle, la politisation des enjeux culturels et les nouveaux modes de participation à la vie culturelle. Bienvenue, Vincent. Merci. Bonjour. Julius Heinecke. Julius Heinecke ist Professor für Kulturpolitik und Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls Kulturpolitik für die Künste in Entwicklungsprozessen, UNESCO Chair in Cultural Policy for the Arts and Development und seit 2022 Direktor des Instituts für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Er lehrt und publiziert zu Themen wie Postkolonialismus, Kultur als Sustainable Development Goal, kulturelle Bildung, internationale Kulturpolitik und kulturelle Diversität. Herzlich willkommen, Julius. Einen schönen guten Tag, hallo. Commençons par notre invité français. Notre entretien porte le titre « La culture entre transformation et crise ». C'est pour ainsi dire une description de l'état des lieux. Vincent Guillon, selon toi, ce sont aussi les politiques culturelles en France qui sont en crise. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Et quelles sont les issues? Bien, bonjour à toutes et tous. Pour commencer, merci à la Fondation Genshagen et à Julius de se prêter à cet échange croisé. Alors, pour répondre à cette question d'état des lieux, je ne parlerai pas nécessairement de crise, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre
de motifs d'insatisfaction ou d'inquiétude qui s'expriment au sujet des politiques culturelles en France, sachant que ces motifs d'insatisfaction ou d'inquiétude ne sont pas forcément nouveaux. Ce qui est davantage nouveau, en revanche, c'est qu'un nombre croissant de collectivités publiques les considèrent comme des problèmes politiques à résoudre. Alors, je distinguerai ici, parce qu'il faut être assez bref, trois niveaux de problèmes qui pourront ensuite être discutés. Un premier niveau qui est un niveau de type, on pourrait dire, politico-institutionnel, qui est un problème de saturation. Il faut revenir un petit peu dans l'histoire des politiques culturelles et sur la manière dont celles-ci se sont développées en France pour comprendre ce problème de saturation. Puisque depuis les années 80, les politiques culturelles se sont développées par accumulation de couches successives, à une époque où nous sommes dans une forte croissance budgétaire et où les politiques culturelles, on pourrait utiliser cette image, se développent suivant un empilement de rubriques, tel un catalogue d'équipements ou de services auxquels on viendrait ajouter des pages supplémentaires de façon cumulative ou inflationniste, sans forcément modifier ou sans venir modifier ceux qui précédaient. On trouve, à peu de choses près, ce même catalogue de politique culturelle, quel que soit l'endroit où l'on vit. Et il comprend en général les bibliothèques, les musées, les salles de spectacle spécialisées, les écoles de musique. On pourrait aussi citer les lieux patrimoniaux, mais aussi les conventions, les contrats avec les compagnies artistiques, les programmes de soutien à telle ou telle discipline. Et le problème de saturation vient du fait que nous n'avons plus la capacité budgétaire pour ajouter de nouvelles pages à ce catalogue des politiques culturelles. Pour donner un ordre de grandeur ou un ordre de mesure, au niveau local, la culture constitue bien souvent le premier, le second ou le troisième poste budgétaire par importance des villes moyennes ou des grandes villes. Dans ces conditions, on peut difficilement envisager l'évolution des politiques culturelles à travers cette simple logique cumulative. Alors, comment continuer à faire de la politique culturelle dans ces circonstances, c'est-à-dire à intégrer de nouvelles demandes sociales ou de nouvelles finalités politiques dans le système de politique culturelle? Ce problème n'est pas nouveau, je le disais tout à l'heure, mais de plus en plus de collectivités locales, principalement de villes, qui sont les premiers financeurs de la culture, cherchent à modifier désormais significativement cette structure budgétaire, cette structure des dépenses culturelles et les équilibres historiquement construits entre les différentes catégories d'acteurs et les différentes catégories de territoires. Et c'est, de ce point de vue, l'héritage du réseau des grandes institutions culturelles qui est principalement exposé à ces nouveaux arbitrages politiques. On peut penser aux grands musées, aux maisons d'opéra, aux orchestres, aux théâtres, qui jusqu'ici avaient ou bénéficiaient de subventionnements qui étaient plutôt reproduits dans des proportions équivalentes d'une année sur l'autre, et qui se voient désormais mis dans le viseur, d'une certaine façon, d'un certain nombre d'exécutifs locaux qui souhaitent rééquilibrer la structure budgétaire de leur politique culturelle au bénéfice d'autres catégories d'acteurs, d'autres catégories de territoires qui semblent répondre de façon plus contemporaine aux objectifs qui sont poursuivis. Alors, de cette situation découle une autre difficulté qui est liée en fait à la fragilisation du partenariat entre les différents niveaux de collectivité publique et l'État. Ce qu'on appelle en France le système de financement croisé, lorsque plusieurs niveaux de collectivité, locales, régionales, infrarégionales, nationales, font converger leur financement vers un socle commun de projets et d'établissements culturels. Et ce système de financement est désormais de plus en plus vécu comme, on pourrait dire, une contrainte au changement. Et un nombre croissant de collectivités locales ou régionales souhaitent disposer
de davantage d'autonomie dans la conduite de leur politique culturelle et on pourrait dire faire cavalier seul, ce qui change profondément les règles de la gouvernance culturelle telle qu'elle a été historiquement construite dans le contexte français. On a un second problème qui est un problème de désaffection, qui cette fois est un problème de type sociologique, puisqu'il n'y a pas d'évolution significative depuis les années 70 de la fréquentation de cette offre culturelle qui est soutenue publiquement. Cette fréquentation correspond, on pourrait dire quasi invariablement, à des pratiques culturelles qui sont socialement minoritaires, homogènes et de plus en plus en déclin. Et ce, malgré des efforts importants en termes d'aménagement du territoire, de politique tarifaire, de médiation, d'éducation artistique et culturelle, eh bien, dans le fond, l'objectif d'élargissement social de la fréquentation de cette offre peine à se réaliser. Et ce non-élargissement social se double même, sur la période actuelle, d'un non-renouvellement générationnel pour les générations les plus récentes qui fréquentent toujours moins cette offre de culture que leurs parents, y compris au sein des catégories sociales où ces pratiques sont habituellement les plus intenses. Ce qui rend, dans le fond, l'hypothèse d'une crise des publics de la culture à moyen terme de plus en plus crédible. Et la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture conjoncturelle d'un certain nombre d'établissements culturels a sans doute accéléré cette tendance structurelle si l'on en croit les remontées des professionnels de la culture selon lesquels les publics tardent à revenir, selon leur expression. Alors, cette tendance statistique à la désaffection des publics, qui est particulièrement préoccupante, par exemple, pour le spectacle vivant, comporte un risque, dans le fond, de dislocation progressive des politiques culturelles, faute d'une demande sociale et donc d'une justification politique suffisante. Troisième et dernier problème, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, qui est un problème de politisation de la culture, donc un problème de nature plus idéologique, on pourrait dire, puisque ces difficultés rencontrées par les politiques culturelles rendent plus que jamais actuel un problème de repolitisation ou une nécessité de repolitisation sur la base d'un horizon politique mobilisateur qui soit différent que celui qui a permis de développer les politiques culturelles pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'on entend par repolitiser la culture? On entend dans le fond un processus qui doit aboutir à la reconnaissance d'une dimension politique ou d'un sens politique nouveau à une action publique dans ce domaine. Et il ne peut y avoir d'innovation en matière de politique culturelle sans repolitisation de celle-ci. Et c'est à travers en fait ce processus de repolitisation de la culture qu'une autre grammaire d'action publique culturelle est possible. Alors, les candidats, on pourrait le dire comme ça, à cette repolitisation de la culture sont nombreux et ils sont parfois en concurrence, ils ne défendent pas les mêmes causes. Mais la notion qui remporte incontestablement le plus de succès actuellement en France est sans aucun doute la notion de droit culturel. Je ne sais pas si elle est plébiscitée en Allemagne, il sera intéressant d'en discuter, mais elle l'est de plus en plus en France à la faveur d'une série de lois qui, depuis une dizaine d'années, donnent une orientation générale aux politiques culturelles en référence aux droits culturels des personnes tels qu'on les trouve mentionnés dans un certain nombre de textes, de conventions internationaux, notamment l'Observation 21, Générale 21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et le document de synthèse qui fait souvent référence en France sous le nom de Déclaration de Fribourg. Alors, schématiquement, là où le projet politique dominant visait depuis une cinquantaine d'années à donner accès au plus grand nombre à un ensemble de biens culturels caractérisés par un haut degré de reconnaissance, les fameuses grandes œuvres de l'humanité, le projet politique des droits culturels est bien différent. Il vise davantage à reconnaître l'égale dignité des cultures vécues et choisies par les personnes et
à renforcer, dans le fond, les capacités de ces personnes à entrer en relation, à choisir leurs références, à s'exprimer, à échanger, c'est-à-dire à se sentir libres dans leur trajectoire d'identification ou de construction de leurs préférences culturelles. Et cette référence au droit culturel a pu susciter, dans le contexte français, pas mal de crispations dans le secteur professionnel, dans la mesure où elle induit de fait un décentrement par rapport aux œuvres et pratiques artistiques les plus légitimées, d'une part, et à l'inverse, elle induit de mettre les personnes et leurs interactions au centre, dans la mesure où est considéré, dans cette perspective, comme culture, ce qui permet à une personne de donner un sens à son existence. Mais cela en prenant en compte eh bien, les différenciations des espaces d'identification, de socialisation d'une personne à l'autre, par exemple, à partir des communautés d'art contemporain, mais aussi à partir des communautés, je ne sais pas, de subcultures minoritaires, en passant par les aficionados, je ne sais pas, du tuning de voitures, c'est-à-dire tout un échantillon de pratiques qui jusqu'ici n'est pas reconnu dans les pratiques culturelles qui peuvent bénéficier d'un soutien public. Alors, reste à savoir dans quelle mesure cette repolitisation de la culture peut produire un autre système de politique culturelle, c'est-à-dire une autre mise en ordre de la vie culturelle avec d'autres hiérarchies, d'autres modalités de construction et d'attribution de la valeur, d'autres logiques et instruments d'action publique, d'autres périmètres aussi aux politiques culturelles. Et là-dessus, dans le fond, on ne peut pas présager de l'avenir. On peut faire deux hypothèses. Une première, qui est plus optimiste, qui consisterait à dire, eh bien, notre système de politique culturelle s'est stabilisé sur plusieurs décennies, au cours de laquelle il a produit une grande sophistication de normes d'action ou de formes d'organisation du travail culturel. Donc, rien d'anormal à ce qu'un nouveau registre de politisation de la culture tarde à produire sa propre matérialité d'action publique. Et donc, tarde à générer des innovations politico-institutionnelles. On a une autre hypothèse, et je terminerai là-dessus, qui est moins optimiste, et dont j'emprunterai la formule à mon collègue Philippe Théier, qui est l'hypothèse selon laquelle il faudrait distinguer la réalité des politiques culturelles et leurs fantômes. Fantômes qui recouvrent, dans le fond, ces tentatives nombreuses à travers l'histoire de transformation des politiques culturelles en France, mais qui ne trouvent jamais leur matérialité, qui n'aboutissent jamais à une matérialité d'action publique. Et cette irréalité, dans le fond, de ces tentatives de transformation des politiques culturelles se traduit par une absence d'innovation politico-institutionnelle. Alors voilà quelques éléments, dans le fond, d'état des lieux ou de contexte sur la situation des politiques culturelles en France, et on pourra revenir sans doute sur certains développements plus tard dans la conversation. Merci beaucoup, Vincent, pour cet excellent panorama. De nombreux sujets sans doute mériteraient d'être approfondis. Il y a une première question aussi dans le chat. On pourra peut-être y répondre tout à l'heure en continuant notre débat. Dann, Julius, ich würde jetzt gerne das Wort an dich geben. Wie steht es um die Kultur in Deutschland? Welche Spannungsfelder sind zu beobachten? Wo siehst du zukunftsweisende Tendenzen? Da sind ja sicherlich auch einige Stichworte gefallen, auf die man eingehen kann, wo es ähnliche Dinge in Deutschland gibt, Publikumsschwund, ja, kulturelle Rechte ist eher nicht so Thema, aber jetzt lassen wir dich berichten aus deiner Perspektive. Ja, auch erstmal von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und Vincent, vielen Dank, dass du mit dabei bist, und es war jetzt sehr spannend für mich zuzuhören und deine Perspektive aus Frankreich zu sehen, weil ich sehe sehr viele Parallelen und aber auch Unterschiede, und das macht es natürlich sehr spannend. Also ich glaube, ähnlich wie in Frankreich befinden wir uns in Deutschland auch gerade in einem sehr polar aufgeladenen Spannungsfeld.
Allerdings würde ich die Ebenen in Deutschland ein wenig anders sehen. Also ich glaube schon beispielsweise, dass sich die Kulturinstitutionen allesamt in Deutschland sehr darum bemühen, Wandlungsprozesse zu initiieren und den gesellschaftlichen Anforderungen an Transformation auch zu folgen. Die Herausforderung sehe ich eher, dass es in Deutschland gesellschaftspolitisch zwei verschiedene polare Positionen gibt. Und die eine Position ist eher auf etwas Abschließendes zu setzen, beispielsweise auf den Begriff der Leitkultur, aber auch an Hierarchien festzuhalten. Sicherlich können wir da auch patriarchale Strömungen mit hineindenken, also vor allem auch Machtmissbrauch in Kulturinstitutionen, was uns in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt hat, aber eben auch die Frage um Rassismus und weitere Marginalisierung. Also das ist eine Ebene, und die andere Ebene aber, oder die andere Position, die sehr stark im Moment ist eine eher öffnende Tendenz. Also zu überlegen, wie können Hierarchien abgebaut werden, wie können wir die Institutionen öffnen. Die freie Szene ist sehr, sehr stark im Moment und wird auch gefördert, entwickelt. Unglaublich viel. Wir haben auch in der Außenkulturpolitik das Thema feministische Außenkulturpolitik, also die Überlegung, wie können andere Ansätze die Kultur verändern. Allerdings, und das ist im Moment eine sehr große Herausforderung, beobachte ich, dass es zwischen diesen beiden Polen fast im Moment ein Erstarren gibt. Also dass es hier Positionen gibt, die wenig in Dialog miteinander kommen, dass die Fronten sehr verhärtet sind. Das sehen wir beispielsweise an der Debatte um die Documenta, die wir im letzten Jahr und immer noch führen, dass hier verschiedene Positionen zwar zu Wort kommen, aber kaum in Austausch miteinander kommen. Und das beobachte ich sicherlich auch in vielen Kulturbereichen, wo es eben eher diese abschließenden oder eher tradierten Ebenen gibt und auf der anderen Seite eben der starke Wunsch, etwas zu verändern und Neues voranzubringen. Also das ist erstmal so das grundlegende Spannungsfeld, was ich fast auch ein gesellschaftliches sehe, was sich aber, und das ist natürlich interessant, insbesondere im Kulturbereich niederschlägt. Hinter diesem Feld, und das erinnert mich an das, was du gesagt hast mit Repolitisierung, oder dass eben in Frankreich für dich der Wunsch ist, sozusagen Kulturpolitik wieder politischer zu sehen. Da beobachte ich in Deutschland, dass gerade der Kultursektor politisch sehr, sehr aufgeladen ist. Also die Documenta habe ich ja schon genannt, aber da kommen wir später sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Die Frage des kolonialen Erbes, also der Auseinandersetzung mit Restitutionen, das ist im Moment seit einigen Jahren ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftspolitisches Thema. Aber auch das Thema Antisemitismus spielt eine große Rolle, nicht nur seit der Documenta, sondern auch in den letzten Jahren wird dieses Themenfeld auch leider wieder sehr wichtig, weil eben der Antisemitismus in Deutschland weiter zunimmt. Und die Frage ist, wie können Kulturinstitutionen darauf reagieren? Darüber hinaus das Thema Rassismus, das habe ich vorhin schon genannt, also besonders auch die Theater haben sich seit ungefähr 10 Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie rassistisch sind eigentlich Darstellungsweisen, Bühnen etc.? Also das sind sehr politische Themen, die gerade im Kulturbereich verhandelt werden. Und da sehen wir dann auch nochmal, wie entscheidend und wie wichtig diese Kulturorte sind, weil hier gesellschaftliche Themen, die vielleicht sonst noch gar nicht diskutiert werden, in anderen Öffentlichkeiten, gerade im Kultursektor, diskutiert werden. Das ist sehr wichtig und entscheidend, führt aber dazu, dass es hier auch eine gewisse Unsicherheit häufig gibt oder auch eine Verhärtung der Fronten. Und das würde ich gerne an einem Beispiel verdeutlichen, dass es vielleicht sehr gut darstellt, und zwar die Ebene oder das Spannungsfeld zwischen
einer politischen Verantwortung der Kunst und auf der anderen Seite der Kunstfreiheit, die im Grundgesetz garantiert wird. Da haben wir im Moment wirklich zwei sehr wichtige Grundsätze, also vielleicht beispielsweise einmal die Artikel 1, die Menschenwürde, und auf der anderen Seite Artikel 3, die Freiheit der Kunst. Und da gibt es im Moment in den unterschiedlichsten Kontexten, also Dokumente habe ich schon genannt, aber auch in vielen anderen Debatten, beispielsweise um postkolonialen Auseinandersetzungen oder auch um die Frage von Rassismus, dass sich hier die Kultur zwischen diesen beiden Ebenen aushandeln muss. Also die Frage ist, gilt Kunstfreiheit für alle Bereiche oder hat Kunstfreiheit auch bestimmte Grenzen? Und wo sind die Grenzen und wer bestimmt die Grenzen? Und im Falle beispielsweise der Documenta hat die Politik sehr stark versucht, hier wieder die Grenzen zu bestimmen und beispielsweise Claudia Roth oder auch das Land Hessen hat hier im Falle der Documenta verstärkt zu verstehen gegeben, dass sie ihre Kontrollfunktion doch in Zukunft stärker ausüben wollen. Und das beobachten wir im Übrigen in vielen Kunstbereichen, die insbesondere öffentlich gefördert werden, dass die Kunstfreiheit immer mehr beschränkt wird durch bestimmte Auflagen oder auch, dass bestimmte Themen besetzt werden müssen, was natürlich eben eine wichtige Debatte ist. Und auf der anderen Seite natürlich eben die Frage, dass wir im Kunstbereich auch eine politische und gesellschaftspolitische Verantwortung haben. Das heißt, die Frage ist, wer darf denn Rassismen auf der Bühne darstellen, ist natürlich eine sehr, sehr wichtige. Und auch die Frage, wo ist die rote Linie beispielsweise im Kontext von antisemitischen Bildern, ist auch eine wichtige Frage, die diskutiert werden muss und die sich die Gesellschaft stellen muss. Nur im Moment beobachte ich gerade, dass es hier kaum oder wenig zu Dialogen kommt, dass im Moment auch in den Medien, aber auch eben auf den verschiedenen Akteursebenen es eher zu einer Art von Stillstand gekommen ist. Und ich glaube, die große Herausforderung ist es jetzt, in Deutschland aus diesen verhärteten Fronten wieder in den Dialog zu kommen, wie es ja eben auch beispielsweise so vorgesehen ist beim Grundgesetz, dass nicht das eine gegen das andere ausgespielt wird, sondern dass geguckt wird, wie können wir hier gemeinsam den Dialog finden. Das dritte Thema, was uns in Deutschland gerade sehr beschäftigt oder eben auch neue Wandlungsprozesse hervorbringt, ist natürlich, und da gibt es sicherlich auch Parallelen und Unterschiede, der Föderalismus und die Frage der Kulturhoheit. Aufgrund natürlich der Geschichte Deutschlands hat das Grundgesetz oder hat die Verfassung vorgegeben, dass Kultur in der Hoheit der Länder liegt, um eine Pluralität eben auch zu stärken und eine Mehrstimmigkeit, um aber auch die Verantwortung der Kommunen und der Länder für Kultur darzustellen. Das wird auch immer ein wichtiges Thema bleiben. Wir haben beispielsweise die Beobachtung, dass immer mehr Länder Kulturgesetze verabschieden, also sich die Frage diskutieren, wie können wir Kultur wirklich verantwortungsvoll gestalten, wie geben wir auch eine gewisse Fördersicherheit. Beispielsweise in Niedersachsen sind wir dabei, dieses Gesetz nun zu schauen, wie es läuft. In NRW haben wir schon längere Erfahrungen damit. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass der Bund immer mehr eine Rolle spielt in der Kulturförderung, obwohl er eigentlich nur laut Verfassung für die auswärtige Kulturpolitik und eben für Ebenen zuständig ist, die im bundesdeutschen oder gesamtdeutschen Interesse sind, beobachten wir beispielsweise durch die Gründung der Bundeskulturstiftung, aber auch die entscheidende Rolle, die die Corona-Hilfen gespielt haben, um die Kultur durch die Krise zu führen, dass das
der Bund und der Haushalt des Bundes eine enorme und eine wichtige Rolle spielt. Und die Frage ist nun, die sich stellt, wie kann das gestaltet werden? Also wie kann Bund vielleicht bestimmte Aspekte, Förderung übernehmen, ohne in die Hoheit der Kommunen und der Länder einzugreifen? Das ist im Moment ein sehr spannendes und ein sehr wichtiges Aushandlungsthema. Nun haben wir ja eine neue Regierung seit über einem Jahr und auch die hat sich ein sehr besonderes Ziel und ein, denke ich, auch sehr wichtiges Ziel gesetzt. Und zwar ist ein Ziel der neuen Ampelkoalition, dass sie Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel setzen möchte, also im Grundgesetz verankern möchte. Und das Besondere ist einmal, dass Kultur auf einmal wirklich eine Art von Grundgesetzstatus hat, also dass Kultur nicht nur eine nette Sache ist zu unterstützen, sondern dass es gefördert werden muss. Das andere ist aber der Zusatz Kultur in ihrer Vielfalt. Und da kommen wir ein wenig, glaube ich, dahin, was du auch gerade besprochen hast mit den Kulturrechten. Denn das bringt ja eigentlich auf den Plan, dass sich die Gesellschaft überlegen muss, was heißt eigentlich Kultur in ihrer Vielfalt und wer profitiert eigentlich davon und wer definiert eigentlich diese Vielfalt? Welche Gruppen werden da befragt und wie gestaltet sich dieser Prozess? Ist er top-down, das heißt, gibt die Bundesregierung oder Claudia Roth vor, wie Vielfalt zu verstehen ist? Werden die Kommunen mit eingebunden? Werden Organisationen mit eingebunden? Das ist ein ganz spannendes Feld, was sich gerade öffnet. Interessanterweise ist das noch nicht wirklich in der Regierung vorangebracht. Also das steht da, aber wir warten noch, was da eigentlich passiert. Und das wiederum dann im Kontext zu sehen mit Restitution, mit postkolonialer Kritik. Also wie können eben auch diese Wandlungsprozesse in diesem Staatsziel verankert werden? Und gibt es eventuell auch Verknüpfungen mit den Kulturgesetzen, Kulturfördergesetzen auf Landesebene, die entstehen? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Also zusammenfassend würde ich sagen, um das auch nochmal zuzuspitzen, es gibt sehr, sehr viel Parallelen. Also die Gesellschaft in Deutschland wie in Frankreich wandelt sich sehr stark und es wird vom Kulturbereich gefordert, dass er sich diesen gesellschaftlichen Wandlungen ebenso annimmt. Ich würde allerdings sagen, dass die Kulturlandschaft auch bereit dazu ist. Die Hemmung eher auf Seiten der Kulturpolitik liegt, also hier wirklich auch Strukturen zu schaffen, dass sich Institutionen auch wandeln können, dass sich Kunsthochschulen wandeln können, dass sich eben auch die freie Szene weiter entfalten kann. Also da sehe ich einen Unterschied. Dann glaube ich, dass Kultur sehr politisiert im Moment ist. Und die Frage ist, wie kommen wir aus diesen polaren Dichotomien heraus und versuchen wirklich als Gesamtgesellschaft zu diskutieren. Und das Letzte, wo wir vielleicht auch Impulse aus dem französischen Kontext gewinnen können, ist die Frage der Rechte, Kulturrechte. Also hat jeder Mensch ein Recht auf Kultur? Und du hast ja auch UN genannt. Ich würde auch noch die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele, mit ins Spiel bringen, ob die Frage nicht wäre, ob es auch ein 18. Ziel für Kultur geben sollte, also das Recht auf kulturellen Ausdruck und das Recht, auch Kultur erleben zu können, weil ich glaube tatsächlich, dass das ein Grundrecht sein sollte. So viel erstmal von mir. Vielen Dank, Julius Heinecke, für dieses Panorama, für dieses Aufnehmen verschiedener Punkte. Ich würde sehr gerne Vincent auch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, weil ich denke, da waren ein paar Stellen, wo es wirklich auch an die Grundlagen ging, so ganz grundlegende Fragen, die Möglichkeit geben, bevor wir auf den anderen Punkt eingehen, das aufzunehmen und da zu antworten, so wie du es in Teilen gemacht hast, Julius. Le micro, Vincent, s'il te plaît.
excusez-moi. Oui, merci Julius pour cette présentation très éclairante du contexte allemand. Alors, on peut voir bon, un certain nombre de similitudes, mais ce qui me marque comme ça davantage en réaction immédiate, c'est d'une part comment dire, cette position différente par rapport au processus de politisation à l'œuvre, où semble-t-il, en Allemagne, il y a dans le fond une volonté de mettre un petit peu à distance cette politisation de l'objet culturel qui semble polariser de façon extrêmement forte un certain nombre de mouvements ou de groupes sociaux, là où en France, cette question de la politisation de la culture ou de la repolitisation de la culture est investie sans doute d'une signification différente dans la mesure où on considère souvent qu'elle est un préalable nécessaire à un changement en matière d'action publique. Et tant qu'un nouveau registre de politisation n'aura pas, je dirais, permis de construire une autre grammaire d'action publique, d'autres instruments d'action publique, une autre mise en ordre dans le fond du système de politique culturelle, eh ben, ces changements seront compliqués. Donc, il y a là, il me semble-t-il, une différence dans le fond d'interprétation qui a sûrement aussi des explications historiques, puisque la culture en France, au niveau de l'État, a toujours été l'objet d'une forte politisation, là où l'histoire de la politisation de la culture en Allemagne fait référence à une histoire qui est investie d'un sens certainement plus négatif. Donc, sans doute que là, on peut aussi expliquer d'un point de vue socio-historique ces différences de position par rapport à ces processus de politisation. Merci beaucoup, Vincent. Ich möchte nun gerne ein Thema kurz in den Blick nehmen, das zwar kulturpolitisch betrachtet nicht sehr relevant ist, das ich aber wegen seiner deutsch-französischen und aktuellen Perspektive erwähnenswert finde. Es geht um den Kulturpass, wie eingangs erwähnt. Ende 2022 unterzeichneten die französische Kulturministerin Rima Abdul Malak und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Rahmen des Kulturpasses. In Frankreich wurde der Kulturpass für junge Menschen bereits vor 2 Jahren eingeführt. Über eine App erhalten 18-Jährige 300 € und können damit Tickets für Kultureinrichtungen, Angebote kultureller Bildung bezahlen, aber auch Bücher, künstlerisches Material oder digitale Angebote kaufen. Das Ziel war und ist, den Zugang junger Menschen zur Kultur zu fördern und deren kulturelle Praktiken zu stärken und zu diversifizieren. Die beiden in Deutschland genannten Ziele des angekündigten Kulturpasses nehmen sowohl die Jugendlichen als auch die Kultureinrichtungen in den Blick. Denn beide haben stark unter den Maßnahmen in der Pandemiezeit gelitten. Die einen sollen für Live-Veranstaltungen begeistert werden, die anderen mehr Publikum erhalten. Dabei entscheiden die 18-Jährigen selbst, wofür sie die in Deutschland 200 €, die in Aussicht gestellt sind, ausgeben, so der Plan. La France a donc quelques années d'avance sur l'Allemagne, qui souhaite mettre en place ce dispositif dans les prochains mois et va s'orienter au modèle français. On ne va pas rentrer dans le détail. Là, on a tracé les grandes lignes. Maintenant, c'est un petit dispositif, mais j'aimerais quand même profiter de cette opportunité que tu sois avec nous, Vincent Guillon, pour te demander ton point de vue. Est-ce une démarche à suivre et qu'est-ce qu'on a pu en tirer en France? Bien, pour répondre peut-être à ta question et pour nos auditeurs allemands qui ne connaîtraient pas forcément le fonctionnement de ce dispositif, ça nécessite peut-être de passer par une petite description de ce pass culture. Qu'est-ce qu'on entend par pass culture en France? Dans le fond, c'est un dispositif qui prend la forme d'une application mobile géolocalisée sur laquelle un crédit personnel
permet aux utilisateurs de réserver des biens ou des événements culturels. Et une partie de la somme est utilisée collectivement, c'est-à-dire dans un cadre scolaire, et une autre partie de la somme du crédit individuel qui est attribué aux détenteurs de Pass Culture est individuelle. Sont éligibles au Pass Culture tous les jeunes âgés de 15 à 18 ans. Alors, le montant du crédit personnel est progressif. Hein. Il passe de 20 € à 15 ans à 300 € à 18 ans et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce Pass Culture. C'est-à-dire que les achats de biens numériques ne sont pas autorisés les premières années, puis ils sont ensuite plafonnés à 100 € et il n'y a pas de livraison de biens culturels possible. Concernant la part collective, dans l'utilisation du Pass Culture, dans le fond, elle est destinée au financement de l'éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire, avec un crédit, grosso modo, de 700 à 800 € en moyenne par classe. Alors, c'est un dispositif qui a été expérimenté à partir de 2019, puis qui a été généralisé dès 2021. Son budget n'a cessé de croître, et ça, c'est un élément important, puisqu'il était de l'ordre de 24 millions en 2019, et il se situe désormais à 250 millions d'euros en 2023, ce qui représente le double du budget accordé par le ministère de la Culture à la politique d'éducation artistique et culturelle dite classique. Actuellement, on a environ 2,5 millions d'utilisateurs du Pass Culture pour 65 millions d'offres culturelles proposées par l'application. Une fois ces éléments un petit peu descriptifs donnés, je crois qu'il faut revenir sur le contexte de son émergence, puisqu'on ne peut dissocier l'apparition du Pass Culture du contexte politique dans lequel il a pris naissance. À l'origine, c'est surtout une idée politique issue, comme tu le disais, Julia, de la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Mais à l'origine, ce n'est rien de plus qu'une idée. C'est-à-dire que les modalités de fonctionnement et de financement du Pass, ainsi que le type d'offre qui sera éligible, ne sont pas à l'origine vraiment déterminées. Cette idée a surtout pour objectif, dans le fond, d'incarner, dans le domaine de la culture, un double marqueur politique de la campagne d'Emmanuel Macron. Le premier marqueur est celui d'être perçu comme un président disruptif. La disruption consistant ici, en fait, au passage d'une politique de soutien à l'offre à une politique de soutien à la demande ou à la consommation. Le second marqueur politique qui est lié à ce pass et que ce pass doit incarner, c'est celui de la Startup Nation qui a été beaucoup promue par Emmanuel Macron pendant cette campagne, puisque le pass a donné lieu à la création d'une start-up d'État sous forme de société qui doit le mettre en place. Ce n'est donc pas l'administration publique qui en est le dépositaire, d'une part, et d'autre part, ce pass, de par son dispositif technique, prend la forme d'une application numérique. Donc, tout coïncide ici pour incarner cette idée dans le domaine de la culture de la Startup Nation. Dès le départ, il faut le dire, le Pass Culture a été quasiment unanimement mal accueilli par le secteur culturel qui a dénoncé, à tort ou à raison, on pourrait revenir là-dessus, une politique culturelle passive et une politique de simple consommation culturelle. Les velléités disruptives initiales ont depuis en partie été atténuées par le fait qu'il y a un recentrage du pass sur l'offre et les biens culturels dits physiques, puis qu'il y a eu une redirection d'une partie de l'usage des crédits de ce pass dans le cadre scolaire. Et désormais, ce Pass Culture est bien installé dans le paysage des politiques culturelles français, sans grand enthousiasme de la part du secteur, mais avec une certaine résignation. Deux éléments peut-être concernant son usage. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de l'usage de ce Pass Culture du point de vue de ces quelques années déjà d'utilisation? Sur la part individuelle du pass, déjà, on a 95% des réservations qui concernent des offres physiques de biens et d'événements, et seulement 5 à 6% des réservations qui concernent des offres numériques de streaming ou de jeux vidéo. Ensuite, plus de 80% des réservations du pass, ou autour de 80%, concernent des livres,
l'acquisition de livres, dont pour moitié des mangas, mais cette part des mangas a tendance à diminuer. Concernant la part collective du pass, et je m'arrêterai là-dessus, on ne sait pas pour l'instant encore précisément comment ce dispositif va être utilisé dans le contexte scolaire, puisque son usage dans le contexte scolaire vient de commencer cette année. Mais on peut faire deux hypothèses. Dans le fond, soit il est utilisé comme un complément ou un levier de financement des projets choisis par les enseignants ou les établissements scolaires au sein d'un catalogue d'offres d'éducation artistique et culturelle. Et dans ce cas-là, le pass aura été en partie redirigé, remobilisé au profit des politiques habituelles de démocratisation culturelle ou d'éducation artistique et culturelle, suivant une logique de prescription culturelle assez classique. Premier scénario. Second scénario, soit la part collective du pass culture est mobilisée plutôt dans des processus de construction de choix collectifs émanant de la classe et des élèves eux-mêmes, ce qui impliquerait du coup de renforcer par l'éducation, on s'entend, les capacités et pouvoirs de choix des jeunes personnes, mais aussi de s'attacher à ce qui importe pour ces jeunes personnes, ce qui fait sens d'un point de vue culturel dans leur processus de socialisation ou d'identification. Et donc, de facto, de prendre le risque que les références culturelles plébiscitées par l'utilisation de ce pass culture dans le cadre scolaire ne rejoignent pas celles de l'offre artistique institutionnelle. Et ce n'en serait pas moins un projet pédagogique, mais ce projet reposerait sur une conception de l'éducation artistique et culturelle plus ajustée aux problématiques de droit culturel que j'évoquais tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. Désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup, Vincent, pour ce cadrage. Il y a plein d'éléments que je pense qui sont vraiment intéressants pour les Allemands qui ne connaissent pas. Et merci d'avoir rejoint ce que tu as dit au début. Julius, möchtest du darauf eingehen noch kurz oder sollen wir zum nächsten Punkt gleich weiter? Vielleicht nur ein Satz. Das Spannende ist ja wirklich, dass es ein Beispiel par excellence ist, wie Bälle aus Frankreich nach Deutschland kommen. Und ich glaube, diese Chance auch, die dahinter ist, die du ja auch zum Schluss stark gemacht hast, hier eine Gruppe in Deutschland, die Jugendlichen, die ja ins Erwachsenenalter gehen, sozusagen zu sagen, ihr habt es in der Hand. Und was macht ihr damit? Und auch den Kulturinstitutionen die Möglichkeit geben, auch zu gucken, was machen sie eigentlich damit? Wie können wir uns eigentlich auch mit dieser Gruppe auseinandersetzen? Das finde ich sehr spannend und wäre sicherlich ohne das französische Beispiel in Deutschland so nicht eingeführt werden. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, vielen Dank für die Gedanken dazu. Wir haben uns noch das Thema Nachhaltigkeit vorgenommen, ein Thema, um das man nicht herumkommt, um das der Kultursektor nicht herumkommt, was hinter diesen ganzen Krisen, die es im Moment gibt, mit großer Wucht und immer mehr zutage kommt. Julius, an dich zuerst jetzt. Wie positioniert sich die Kulturpolitik dazu, der Kultursektor, die Kultur? Wie geht man mit diesen Transformationen um, die notwendig sind und die kommen werden? Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Das heißt, wir werden dieses Thema nicht so ausführlich behandeln können wie die anderen, aber ich würde euch gerne beiden da das Wort noch zugeben. Ja, ich fasse mich kurz. Das ist ein Thema, das lange brach lag und jetzt seit einiger Zeit die Kulturinstitutionen praktisch überrollt, kann man fast sagen. Das fordert auch eine Form von Verunsicherung. Das liegt daran, dass natürlich Kulturschaffende sich mit vielen, vielen, vielen Dingen auseinandersetzen und eigentlich immer bis zum Anschlag arbeiten und eigentlich mehr arbeiten, als sie eigentlich können. Und dass somit eben diese Frage Nachhaltigkeit und Ökologie gar nicht erstmal auf der Agenda stand und in den letzten Jahren aber es beispielsweise seitens der Bundeskulturstiftung hier Programme gibt, wirklich mal zu gucken, wie viel Emissionen hat eigentlich oder verbraucht so eine Kulturinstitution, wie sieht es da mit dem Fußabdruck aus. Hinzu kommt jetzt natürlich durch die
Krisen, also einmal durch die Engpässe, dass hier auch eine große Befürchtung seitens der Kulturinstitutionen ist, wer zahlt eigentlich die ganzen Strom- und Heizkosten etc. Und aber auch eine gewisse Überforderung, wie schaffen wir das eigentlich? Neben diesen wichtigen ökologischen, pragmatischen Fragen finde ich sehr spannend und hier sind ja auch sehr viele Studierende heute dabei und da möchte ich praktisch die Perspektive der Studierenden auch nochmal mit hineinbringen. Wir hatten letztes Semester ein Seminar mit der Bundeskulturstiftung zu diesem Thema und da fand ich besonders spannend, dass seitens der Studierenden ganz stark die Ebene kam, dass auch ein künstlerisches, ästhetisches Verständnis eine ökologische, nachhaltige Qualität haben kann. Also, dass sich hier der gesamte Vorstellung, was ist eigentlich Kunst? Wie nehmen wir Kunst wahr? Was halten wir für ästhetisch qualitätsvoll, dass das vermehrt mit einer Frage von Nachhaltigkeit und Ökologie verknüpft wird und verbunden wird und somit eben auch diese ganzen Prozesse in Kulturinstitutionen hier auch auf dieser künstlerischen Ebene dieses ökologische, nachhaltige mitdenken müssen und sich hier wandeln müssen. Das fordert uns Hochschulen natürlich auch, aber alle Kulturschaffenden, wie verknüpfen wir das? Und dazu kommen natürlich die ganzen Herausforderungen, wie können wir ja, Energie einsparen etc. Das ist nochmal eine andere Ebene, aber ich glaube, durchaus wichtiger ist die Frage, wie kann eigentlich eine nachhaltige Ästhetik aussehen? Vincent. Bon, alors c'est vrai qu'en France également, ce sujet prend de l'importance et dans le fond, il est de plus en plus considéré que le secteur culturel fonctionne comme beaucoup d'autres secteurs économiques ou productifs, c'est-à-dire qu'il serait productiviste à l'excès et que son développement reposerait sur une logique d'hypercompétition des acteurs culturels entre eux, ce qui, dans le fond, conduirait à considérer le modèle d'organisation culturelle auquel sont liées les politiques culturelles comme beaucoup trop fortement dépendant des énergies fossiles et de l'exploitation non raisonnée des ressources. Et ce qui est intéressant dans le débat français, c'est qu'on voit qu'actuellement, l'exception culturelle qui est souvent brandie pour échapper aux contraintes adressées de l'extérieur semble beaucoup moins recevable, et à juste raison, me semble-t-il, en matière de transition écologique. Alors, à cette perspective plutôt matérialiste, je dirais, qu'a développé Julius et qui consiste à essayer de faire pivoter notre modèle d'organisation culturelle productiviste vers davantage de sobriété, en jouant sur les mobilités, en jouant sur les modalités de production, en jouant sur l'éco-conception, le réemploi, en jouant également sur les contraintes environnementales apportées aux libertés de création et de programmation, à cette approche plutôt matérialiste, correspond également en miroir une autre approche en France qui est d'inspiration, on pourrait dire, plutôt anthropologique et qui cherche à tordre le cou de notre conception naturaliste du monde qui serait à l'origine de la crise écologique et à tenter, à travers ce que disait Julius, une esthétique, dans le fond, de l'anthropocène ou de la transition écologique, à traduire d'un point de vue symbolique et esthétique une autre relation au vivant qui permettrait de transformer nos affects, nos représentations, nos récits, nos imaginaires et dans le fond, notre sensibilité au vivant et aux problématiques écologiques. Et on voit de plus en plus de structures culturelles tenter de s'engouffrer dans cette perspective-là parce qu'elles sont certainement plus à l'aise avec cette idée de changer la cosmologie occidentale à travers un travail de symbolisation que de changer profondément les modalités de production sur lesquelles
elles reposent et auxquelles elles sont adossées. Donc, on a dans le fond cette double option qui travaille cette question des transitions écologiques en France. Et me semble-t-il, il ne faudrait pas que, sous prétexte que le monde culturel arrive à produire des symboles qui donnent à voir une autre relation au vivant, elle se prive de faire l'effort de sobriété et d'adaptation aux contraintes environnementales qu'elle demande aux autres de faire, aux autres secteurs économiques de faire. Vielen Dank. Das Thema der Nachhaltigkeit in 5 Minuten. Ihr habt wirklich sehr substanzvolle Gedankengänge und Impulse damit reingegeben. Danke auch, diese Herausforderung angenommen zu haben, in einer Stunde oder jeweils in einer halben Stunde die Kulturpolitik und die Situation der Kultur im eigenen Land, jeweils dem anderen Land zu erklären und aufeinander einzugehen. Ich fand, das war wirklich sehr spannend, sehr, sehr anregend. Und bevor wir jetzt auseinandergehen, wollten wir ja ganz kurz noch einen 4. Punkt ansprechen. Das heißt, diese deutsch-französische Perspektive oder europäische Perspektive. Warum gehen wir in einen solchen Austausch miteinander? Das werden wir jetzt wirklich kurz mit ein paar Gedanken nur machen. Vielleicht der Einstieg an Julius mit der Frage, welcher Aspekt des Gesprächs war besonders für dich? Was nimmst du mit? Wie könnte es weitergehen? Also ich denke, wir sollten viel stärker miteinander kooperieren und diese europäische Perspektive auch einnehmen, weil die Gefahr, die ich gerade in Deutschland gesehen habe, dass wir uns so in so verhärteten Fronten bewegen, und im Chat war ja auch richtigerweise noch das Thema die zunehmende Rechte, also die zunehmend rechte Gruppen sich auch für Kultur einsetzen beziehungsweise Kultur für ihre Bereiche nutzen. Können wir in diesem Dialog begegnen, weil ich glaube, auch diese Herangehensweise aus der französischen Geschichte, ne, also auch aus der französischen Revolution, bestimmte Dinge einfach auch zu tun, das, denke ich, ist hierzulande manchmal auch würde sehr erfrischend sein, eben auch Dinge auszuprobieren, sowas wie den Kulturpass, aber da gibt es viele andere, beispielsweise auch die hohe Bedeutung der Kunstfreiheit in Frankreich. Das ist ja ein wichtiger Standpunkt. Und ich glaube, durch Kooperation und mehr Austausch können wir da auch so einseitige oder so vertrackte und verzwickte Situationen ein wenig aufbrechen. Deswegen also ruhig mehr Mut und vielen Dank für diese tolle Initiative, die wir öfter nutzen sollten. Vincent, quel aspect de l'entretien a été particulier pour toi? Qu'est-ce que tu en tires et comment pourrait-il se poursuivre? Donc la même question à toi aussi. Oui, bon, je voudrais rebondir sur, dans le fond, les derniers éléments abordés par Julius. Je crois qu'effectivement, ce type d'échange, en tout cas de perspective de relations européennes ou franco-allemandes ou également avec la Pologne dans le cas de la fondation Gensagen, sont particulièrement importantes et nécessaires dans la mesure où on sait bien que les passions tristes en politique sont à leur comble actuellement en Europe. Il y avait récemment un article dans Le Monde qui faisait mention d'une enquête ou d'une étude de l'Institut VEDEV, qui est un institut rattaché à l'université de Göteborg, et qui relatait le fait que 70% de la population mondiale vivait aujourd'hui dans une autocratie et que le nombre de démocraties libérales n'avait jamais été aussi peu important depuis les années 90, puisqu'ils en dénombraient désormais 34. Et je crois que l'Union européenne ne peut faire que le constat également de la montée en puissance en son sein d'un populisme d'extrême droite et d'un populisme nationaliste qui se nourrit d'une rhétorique également profondément culturelle. Et cela fait référence notamment à un des commentaires du chat que j'ai lu tout à l'heure sur ces formes de politisation de la culture qui émanent également d'une rhétorique
et d'une alliance, on va dire, idéologique avec les extrêmes nationalistes en France et en Allemagne, et qu'il s'agit effectivement là d'illusions nationalistes qui doivent être combattues, qui doivent être débattues. L'exemple du Brexit nous le montre bien, les impasses du Brexit nous le montrent bien, que cette perspective européenne est loin d'être gagnée et qu'il s'agit d'un travail à remettre sur l'établi constamment. Donc, merci en tout cas à la Fondation d'entretenir cette perspective avec l'ensemble de ses activités. Wir sind am Ende angelangt. Großer Dank für dieses spannende Gespräch. Dank an Vincent Guillon, an Julius Heinecke. Dank auch an unsere Dolmetscherin und das Team in Genshagen. Dank an die Förderer der Stiftung Genshagen, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Land Brandenburg.